Bonjour à tous, aujourd'hui la partie 2 de la série de vidéos sur le budget. J'ai parlé un peu des généralités en partie 1, je vous la mettrai là ou là, je ne sais plus dans quel sens ça marche. Je vous ai expliqué en gros la répartition entre la partie purement budget quotidien, la partie loisirs, dépenses facultatives, la partie investissement. Et les deux grandes catégories d'investissement que je voyais moi. Donc ça c'est la première vidéo. Aujourd'hui on va parler essentiellement d'optimisation des dépenses. Pourquoi c'est un intérêt de parler d'optimisation des dépenses avant tout? Parce que, bon, il y a 4 variables. Les entrées, les sorties obligatoires, les sorties facultatives et l'épargne. Les sorties facultatives, chacun les gère comme il veut. Vous allez le nombre de fois que vous voulez au cinéma, vous avez le nombre de fois que vous voulez au restaurant, ça ne me regarde pas, je vous expose un petit peu les bases de mon organisation à moi, pour que vous puissiez vous en inspirer, pour que vous puissiez optimiser. Si vous avez envie d'aller au ciné une fois par semaine, vous allez au ciné une fois par semaine. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Voilà. C'est votre problème. Donc, on ne va pas vraiment en parler. Simplement, ce qui serait bien, c'est que vous en ayez conscience et que ce que vous faites, vous le fassiez en connaissance de cause. Mais bon, ça vous regarde. L'optimisation des recettes, c'est très bien. Tout le monde est content de gagner plus. Je parle de carrière à plusieurs endroits de ma chaîne. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, l'optimisation des dépenses, c'est important parce que souvent, on se fait, entre guillemets, un petit peu arnaquer sur plein de petits postes. Et tout ça, ça grève le budget. Donc, optimiser ces dépenses obligatoires, quelle que soit votre situation, ça va vous donner de l'air. Et cet air, vous pourrez l'utiliser pour l'investir ailleurs, pour ne pas être à découvert ou pour tout simplement avoir plus de dépenses de loisirs. Parce que tout le monde préfère, je pense, aller une fois de temps en temps au restaurant plutôt que de dépenser son argent inutilement dans des courses parce que votre paquet de pâtes est une fois et demie le prix d'un paquet de pâtes ailleurs, par exemple. Dans tous les cas, l'optimisation de vos dépenses fixes, c'est un des premiers grands leviers pour améliorer votre budget. Donc, ce qui est important, c'est de bien distinguer vos vraies dépenses obligatoires des dépenses facultatives. Par exemple, une dépense récurrente de loisirs, ce n'est pas une dépense obligatoire, même si elle va être prélevée tous les ans, et même si, a priori, vous vous dites, je suis obligé de la payer. Une dépense obligatoire, c'est une dépense dont vous ne pourriez pas vous passer, même si vous étiez un moine bénédictin qui ne s'intéresse à rien dans sa vie, si ce n'est avoir un logement et travailler. C'est, on va dire, tout ce qui est en bas de la pyramide de Maslow, donc tout ce qui concerne votre sécurité, votre vie quotidienne physiologique, voilà, le fait d'avoir à manger, de pouvoir vous laver, de pouvoir avoir chaud, etc., etc. Et ce qui concerne votre sécurité. Donc voilà, effectivement, pas dormir dans la rue, c'est bien. Ça vous évite de vous prendre des coups de couteau pendant que vous dormez, avoir des conserves dans les placards, etc., etc. Voilà. Donc, tout ce qui concerne votre vie quotidienne. Alors, on va pouvoir compter là-dedans, par exemple, l'abonnement Internet, parce qu'aujourd'hui, pour avoir une vie quotidienne fluide, vous êtes obligé aujourd'hui d'avoir une connexion Internet. Enfin, moi, en tout cas, je suis obligé d'avoir une connexion Internet. Donc, moi, je vais considérer que c'est une dépense obligatoire. Par contre, un abonnement Netflix, c'est du loisir, c'est une dépense facultative. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas la faire, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas la ranger dans la case des dépenses obligatoires pour avoir une analyse saine de votre budget. Si vous avez un abonnement à une salle de sport, c'est une dépense facultative. Si c'est indispensable à votre métier parce que vous devez vous entretenir, vous êtes sportif, voilà, un rugbyman qui regarde cette vidéo, oui, il a besoin d'un abonnement à la salle de sport pour se tenir en forme, pour pouvoir jouer au rugby. Un vigile, peut-être qu'il va avoir besoin de l'abonnement à la salle de sport. Donc, dans ce cas-là, compte-le évidemment dans tes abonnements obligatoires. À vous de définir ce qui en est, mais ce qui en est pas. Mais ça va vous permettre d'avoir une analyse plus rationnelle de votre budget si vous faites bien strict. Je me doute que pas mal d'entre vous vont avoir un certain nombre de ces points qui sont déjà faits. Donc venez pas me dire en commentaire « Ah mais ça je le fais déjà, ça sert à rien ta vidéo ». Je reprends les bases pour les gens qui ne les suivent pas. Vous imaginez sûrement pas à quel point des gens se font avoir par des trucs qui vont vous paraître basiques si vous avez grandi là-dedans. Moi, mes parents faisaient énormément d'économie au quotidien, ils surveillaient toutes leurs dépenses et donc évidemment j'ai grandi là-dedans et c'est naturel pour moi. Je n'ai pas à quel point il y a plein de gens qui se font avoir, qui n'appliquent pas des astuces simples et donc je suis là un petit peu pour remettre les bases. Je m'adresse à cela. Si vous avez déjà la plupart des bases, peut-être que vous allez avoir 2-3 astuces qui vont vous intéresser, peut-être que vous n'aurez rien dans cette vidéo. Voilà.
Comprenez bien que si vous trouvez rien d'intéressant dans cette vidéo, c'est probablement que ça ne s'adresse pas à vous, c'est probablement que vous êtes déjà plus avancé que la plupart des gens. Commençons par le logement. Le logement, c'est évidemment quelque chose de fondamental. C'est souvent un des principaux budgets des ménages. Ça peut être plus de 30% selon les cas. Les moyennes disent que le logement, c'est à peu près 15% du budget, mais il faut savoir qu'il y a des gens pour qui ça tend vers 0 et il y a des gens pour qui ça tend vers 30, voire plus, quand on est au chômage. Donc, le logement, c'est un des premiers points à optimiser. C'est un des premiers postes de dépense. Et là, j'ai pas de conseil miracle à vous donner. Beaucoup de gens vont acheter ou louer des logements trop grands pour eux. Surtout quand on achète, on va avoir tendance à investir dans des choses trop grandes. Donc ça, c'est souvent une erreur. Vous vous engagez sur 15 ans, par exemple, ou sur 20 ans pour faire un crédit immobilier, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous projetiez votre besoin dans 15 ans. Donc n'achetez pas des biens trop grands pour vous, et si vous louez, ne louez pas des biens trop grands pour vous. Louez-vous les biens que vous pouvez vous permettre de louer. C'est important parce que beaucoup de gens, et effectivement, se disent le budget normal, c'est 30%, donc je vais dépenser 30% de mon salaire là-dedans. Et donc, si c'est 30%, ça me permet d'avoir 3 chambres alors que je suis tout seul, je prends 3 chambres. Et comme ça, j'ai une chambre d'amis. Bah non. La chambre d'amis, c'est souvent pas une bonne idée. Parce que des amis, à moins que vous en ayez tous les jours, et dans ce cas-là, autant leur faire payer un loyer, des amis, ils viennent pas chez vous très souvent. Donc si cette pièce est vide 90% du temps, c'est probablement que ça servait à rien de la prendre. Et parfois, si vous avez des gens qui viennent chez vous, ça peut être plus efficace d'avoir une location, quand bien même ce soit vous qui leur payez parce que vous avez envie, que d'avoir une pièce en plus. Parce qu'une pièce en plus, ça vous coûte tous les mois. Donc faites le calcul de combien ça vous coûterait de louer une chambre, le nombre de jours utilisés dans l'année. Et vous regardez ce que vous payez en vrai, et vous verrez, si vous faites la différence, ça vaut sûrement pas le coup d'avoir une chambre d'amis. Donc les logements trop chers, c'est souvent une erreur que font beaucoup de gens, et c'est une erreur que moi j'ai fait quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, on a pris un logement grand parce qu'on avait les moyens, entre guillemets, de se payer un grand logement, et du coup, bah, c'est de l'argent qu'on n'a pas investi. Et oui, on avait de la place, et oui, c'était confortable. Si vous arrivez à faire descendre votre budget de logement autour de 20%, ça veut dire que les 10% de différence, c'est de l'argent que vous allez pouvoir investir pour avoir plus tard un plus grand logement. Et quand vous achetez, c'est important aussi de ne pas acheter trop grand. C'est plus pertinent souvent d'acheter, de retaper, d'entretenir, puis de revendre pour reacheter derrière quelque chose de plus grand. Et vous aurez fait pendant des années des économies. Et quand bien même, voilà, vous faites un emprunt sur 15 ans, bah, ça ne vous empêche pas de vendre votre logement au bout de 10 ans. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai acheté une petite maison. Et en fait, j'ai gardé parce que j'ai pu plus tard faire un agrandissement. J'ai acheté le terrain du voisin et j'ai pu m'agrandir sur le terrain du voisin. Bon, ça m'a évité d'avoir à revendre la maison. Mais il n'empêche que des fois, c'est beaucoup plus pertinent d'acheter un appartement, un 2 pièces, un 3 pièces, de vivre dedans avec votre premier enfant. Et quand vous faites d'autres enfants, vous achetez une maison plus grande. Et ça fait que pendant 5 ou 10 ans, vous aurez économisé 100, 200, 300 euros par mois que vous aurez pu placer et qui vont vous permettre de solidifier votre situation financière très longtemps. Il y a aussi un point sur le logement, c'est que souvent on part trop tôt de chez ses parents, et ça aussi c'est une erreur que j'ai fait. Vivre 2 ou 3 ans chez ses parents, ça peut être pertinent pour se faire un gros capital, parce que oui, vous économisez quelque chose comme 4 ou 500 balles par mois, donc 5 à 7 000 balles par an, et vous faites ça pendant 3 ans, ça vous fait quasiment de quoi vous payer un studio en zone rurale. 3 ans pour se payer un logement, c'est pertinent. Après, évidemment, si vous vivez en ville, c'est beaucoup plus cher, mais dans tous les cas, vous serez dans une situation financière beaucoup plus intéressante que si vous prenez un logement comme moi j'ai fait dès que vous avez un salaire. Si moi je suis parti tôt de chez mes parents, c'est que je voulais avoir mon indépendance, mais je pense que c'était une erreur. Il y a la coloc aussi. Ça peut être une solution quand vous voulez votre indépendance, vous voulez pas vivre chez vos parents et vous voulez aller ailleurs. Bah, il y a la colocation, il y a le foyer des jeunes travailleurs, il y a différentes astuces pour les jeunes pour sortir de chez les parents, surtout si vous avez une relation conflictuelle avec eux, tout en ayant un coût diminué. En tout cas, votre propre appartement pour avoir votre indépendance tout de suite à 18 ou à 19 ans, c'est souvent une erreur d'un point de vue économique. Après, encore une fois, moi je donne mon avis, vous faites ce que vous voulez de vos journées. Attention, le logement, ce n'est pas que son loyer.
Il y a le chauffage, il y a les assurances, il y a l'électricité, etc., etc. Donc quand vous faites le choix d'un logement, prenez bien en compte tous les aspects de votre logement. C'est important. Deuxième point, la mobilité, la bagnole. C'est souvent la deuxième plus grosse erreur que vont faire les gens, c'est d'acheter une voiture trop chère pour eux. Donc ça, c'est pareil, il faudrait mensualiser son budget voiture pour voir si ça vaut le coup de prendre une voiture. Des fois, prendre un abonnement de transport en commun et louer une voiture une fois de temps en temps, c'est peut-être plus pertinent que de posséder une voiture. Oui, c'est plus gênant, oui, vous êtes moins autonome, mais est-ce que dépenser 500 balles par mois pour votre autonomie, de pouvoir sur un coup de tête partir une fois tous les 2 mois en vacances sans avoir prévu, est-ce que ce confort-là vaut les 500 balles par mois? C'est à vous de faire vos choix, c'est à vous de prendre vos décisions. Moi, je fais que vous donner des pistes. Moi, j'ai une bagnole, évidemment, et j'ai toujours eu une bagnole parce que je vis en zone très rurale et la voiture, ça fait partie vraiment des choses obligatoires. C'est vraiment beaucoup trop contraignant de devoir demander aux voisins de s'amener, etc. Moi, j'ai pas Uber dans mon coin. Les transports en commun, ça n'existe pas. Il faut que je me tape 8 km à pied pour aller au premier arrêt de bus. Et le vélo, c'est pas une option viable. J'ai un vélo, mais qui me sert à diminuer le coût de ma voiture, mais j'ai surtout une voiture. Mais ce coût-là, je le prends en compte et en fait, je le mutualise avec le coût du logement pour avoir un petit peu le coût de mon mode de vie qui est comparable au coût du mode de vie de quelqu'un d'autre. Et je sais que je fais tellement d'économies sur le logement que les quelques centaines d'euros que me coûtent les voitures, en fait, ça va, c'est rentable. Pensez-y, il y a plein de solutions alternatives à la voiture. Et puis surtout, une fois que vous avez quand même décidé d'avoir une voiture, il faut bien gérer le coût de votre voiture. Moi, j'achète des petites voitures, souvent d'occasion. L'occasion, malgré tout, ça coûte moins cher que le neuf. Quand on achète des voitures de deuxième ou de troisième main, en général, elles sont plutôt pas mal. Si vous achetez des poubelles, bon, moi j'ai très longtemps roulé en poubelle. J'ai très longtemps roulé avec des bagnoles en fin de vie que j'achetais vraiment pas cher, genre 500 balles, pour les faire rouler pendant 2 ou 4 ans selon le contrôle technique. Bon, c'est pas cher, c'est efficace, vous avez l'air d'un clodo, c'est à vous de décider. Moi, j'étais content d'avoir l'air d'un clodo et d'investir cet argent, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Et puis quand je dis ça, c'était ma voiture secondaire en général qui était une poubelle. Calculer tout ça, voilà, est-ce qu'une petite moto, c'est plus intéressant qu'une voiture? Il y a une époque où tout le monde roulait en mobilette, c'était pas pour rien. Les vélos électriques, ça peut être un bon plan, mais on se mouille. Si vous habitez dans le sud, peut-être que le vélo électrique, c'est une bonne option. Troisième point fondamental, les achats alimentaires. Évidemment, vous avez besoin d'achats alimentaires pour vivre. Les achats alimentaires, vous avez des vraies économies à faire là-dessus. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prévoir votre budget alimentaire, de vous faire des courses types qui sont un rapport qualité-prix qui vous convient. Et là, j'ai rien à vous dire sur quel est le bon rapport qualité-prix pour vous. Est-ce que manger des pâtes du riz, ça vous convient? Ben, c'est pas cher. Est-ce que vous voulez manger bio, manger des légumes frais tous les jours? C'est vous qui voyez, mais dans tous les cas, vous avez des optimisations à faire. Et les optimisations se feront en planifiant vos achats et en essayant de, plutôt que d'acheter des petites quantités tous les jours à la supérette du coin, qui est sûrement très cher, et d'avoir une stratégie d'achat basée sur l'économie. Moi, qu'est-ce que je fais concrètement? Premièrement, je cultive des légumes, ce qui me permet de faire énormément d'économies sur les légumes frais. Je n'achète pas de légumes frais, parce que les légumes frais que je mange, ils viennent de mon potager. Bon, tout le monde ne peut pas se le permettre, c'est ma stratégie. Deuxièmement, je fais des courses rares, en grosse quantité, et j'achète uniquement sur le drive. Comme ça, j'ai tout planifié, j'ai mes courses types, j'ajoute des trucs, j'enlève des trucs à mon panier type, et hop, on achète ça. Ça me fait gagner du temps, parce que quand je me déplace en ville pour le boulot, je passe au supermarché, on remplit mon coffre et je rentre à la maison. Les œufs, en général, c'est les poules qui me les donnent, bien que là, elles viennent de se faire bouffer, les pauvres. La viande, j'achète ma viande en gros et je la congèle. Donc oui, avoir un congélateur, ça a un coût. Mais les économies de viande sont telles que, en gros, un remplissage de congélateur, ça m'économise le prix d'achat et le prix de l'électricité.
Comment je fais pour acheter en gros? Bah, j'ai plusieurs astuces. Ça peut être acheter en gros à l'abattoir à intervalles réguliers. Ça peut être acheter les animaux sur pied. C'est ce que je fais de plus en plus parce qu'en plus je sais où ils grandissent et dans quelles conditions ils sont élevés. Tout le monde n'a pas accès à des éleveurs, tout le monde n'a pas accès aux éleveurs des choses qu'ils mangent. Mais acheter la viande sur pied, moi ça m'intéresse d'autant plus parce que premièrement la viande est vraiment pas chère. Et en plus, on utilise plus de morceaux différents. Donc on apprend à cuisiner des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Voilà, les gens n'ont pas forcément l'habitude de manger du boudin. Ben, moi, je mange du boudin parce que quand on fait tuer un animal, quand on fait tuer un cochon, eh ben, on a du sang et il faut en faire quelque chose. On a aussi des abats divers et variés, etc. Et moi, j'aime bien l'idée que quand un animal meurt à cause de moi, quand même, ben, on l'utilise. On l'utilise complètement. Et du coup, bah, j'apprends à cuisiner des morceaux que les gens n'ont pas l'habitude de cuisiner d'habitude. Tout simplement, aller congeler de la viande quand il y a des promotions au supermarché, c'est déjà un levier d'économie que vous pouvez faire. Regardez bien les prix au kilo, c'est pour moi ce qui est intéressant. Et attention par contre, parce que la viande du supermarché est souvent réhydratée pour faire artificiellement augmenter un peu le prix au kilo. Donc, si vous comparez le prix au kilo de deux pièces du supermarché, ça marche, mais si vous comparez le prix au kilo d'une viande chez le boucher à une viande au supermarché, ça marche pas. Planifier ses dépenses, cuisiner en gros, ça peut être intéressant, comme ça quand vous avez la flemme de faire à manger, bah, vous prenez un truc et vous le réchauffez. Nous, on a des plats cuisinés tout prêts au congélateur qu'on a fait en amont. Et quand on a la flemme, bah, on prend le plat, hop, on le met au micro-ondes, on le fait décongeler, on le fait réchauffer dans une casserole ou au four, et c'est fini. Faites gaffe aux assurances, c'est très bien d'avoir des assurances, mais vous avez rapidement la possibilité de perdre de l'argent. Pensez que tout ce qui est assurance, ça vous sert à éliminer des coûts, et c'est très rentable en général quand vous couvrez les très très gros accidents de la vie avec des assurances qui ne coûtent pas cher. Par contre, les petits tracas, en général, c'est trop cher de prendre une assurance pour ça. Utilisez des comparateurs et lisez bien les petites lignes de vos contrats. L'énergie, ça c'est super important de faire attention à l'énergie. Moi, l'astuce ultime que j'ai, c'est d'avoir du bois et de couper mon bois et de me chauffer au bois. Pour tout ce qui est électricité, bon, bah, je fais gaffe comme tout le monde. Je n'allume pas n'importe quoi, n'importe quand. Je laisse pas allumer toute la journée, etc. etc. Euh, Ce qui va être hyper fondamental, c'est le chauffage. Donc là, avoir un logement plus petit, ça peut être utile, évidemment, ça fait moins de choses à chauffer. Et aussi, vous avez des astuces que tout le monde va vous donner, mais habillez-vous bien. Vraiment, il y a des vêtements chauds en hiver. Moi, là, j'ai pas deux couches, j'en ai trois. J'ai un t-shirt sous la chemise que vous voyez pas normalement à l'écran, c'est normal. Voilà, ça c'est une astuce idiote, mais avoir trois couches de vêtements au lieu de deux, ça fait que vous baissez le chauffage. Mettre des bonnes chaussettes, avoir des pantoufles, ça fait que vous baissez le chauffage. Là, vous voyez pas, mais j'ai des pantoufles. Vous voulez savoir combien il fait? Il fait 15,8. Là, tout de suite, il fait 15,8. J'ai pas particulièrement froid. J'ai remis une bûche dans la cheminée du coup. Ouais, 15,8, j'ai pas froid parce que je suis bien habillé. À partir de 15, j'avoue que j'ai froid. Donc moi, j'essaye de rester entre 16, 17, 18. Voilà. Là, c'est descendu un peu, mais vous voyez, je m'en suis pas rendu compte. C'est uniquement parce que j'ai regardé pour la blague à la caméra que je me suis rendu compte qu'il faisait froid. Habillez-vous bien, etc. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Ça peut vous faire économiser 100, 200 euros par mois, voire beaucoup plus. Moi, le fait d'arrêter le chauffage au gaz et de me mettre au bois, ça m'a fait économiser plus de 1000 euros par an de chauffage que j'ai intégralement réinvesti dans l'isolation et dans un poêle plus performant, ce qui me permet de faire encore plus d'économies de chauffage. Et aujourd'hui, je ne saurais même pas vous dire combien ça me coûte le chauffage, parce qu'il faudrait faire un calcul à base de coûts d'entretien de la tronçonneuse et de temps passé. Mais globalement, ce serait l'équivalent de 100 balles par mois, alors qu'on était plus autour de 300 quand j'ai acheté la maison où j'habite. Prenons aux abonnements. Les abonnements, vous avez énormément d'économies à faire dessus. Qu'est-ce qu'il y a en général? Moi, je connais des gens qui ont un abonnement Netflix, un abonnement Amazon, un abonnement YouTube Plus ou Premium ou je sais pas quoi, plus un abonnement Spotify. Voilà. Là, déjà, faites le choix. Prenez une plateforme et voilà. Par exemple.
l'abonnement à la salle de sport, l'abonnement pour le parking, etc., etc., etc. Donc faites attention à tous ces trucs-là. Moi, j'ai rien du tout. C'est mon choix, vous n'êtes pas obligé, mais moi, tout ce dont je viens de vous parler, je ne les ai pas. Le problème, c'est que quand vous dites tiens, ça c'est pas cher, c'est 20 balles par mois, oui, ben, 20 balles par mois, c'est 250 balles par an. Si vous en avez 5 ou 6 qui se cumulent, vous avez vite des milliers d'euros que vous allez perdre tous les ans et que vous pouvez placer et qui peuvent vous rapporter des choses sur le long terme. Donc, pensez à optimiser ces trucs-là. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez rapidement faire des économies. Et encore une fois, c'est pas à moi de juger, mais ce ne sont généralement pas des dépenses vraiment obligatoires, quand bien même elles soient prélevées tous les mois. Donc, pensez à en faire un état des lieux et posez-vous la question, point par point, sur un, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire? Et deux, est-ce que j'ai moyen de me le payer? Vraiment? Est-ce que j'ai les moyens de mettre 30 balles par mois dans ce truc-là? Et si c'est pas le cas, bah, simplement, vous vous en passez. C'est pas sympa ce que je vous dis, hein, mais c'est comme ça, hein. Dans la vie, on n'a pas tous les moyens de payer tous les trucs qu'on a envie de se payer. L'optimisation de toutes ces dépenses, ça peut être vraiment quelque chose de fondamental pour améliorer votre budget. L'idée, c'est pas de vous priver absolument. L'idée, c'est de dire d'abord, on enlève tout le superflu, on enlève surtout bah, voilà, les dépenses de nourriture qu'on fait en trop parce qu'on se dit tiens, je vais faire les courses parce que j'ai envie aujourd'hui au lieu de faire des courses tous les 15 jours. Bah, c'est des choses qui vous empêchent d'aller au restaurant, d'aller boire une bière avec des amis ou des trucs comme ça. Moi, je préfère me permettre un budget de superflu que je dépense pas en fait, que de me mettre des dépenses obligatoires que je subis et dont je pourrais me passer parce qu'elles ne sont pas optimisées. J'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère que c'est pas trop long. La prochaine vidéo sera sur des astuces d'investissement, comment faire pour investir, pour respecter son budget investissement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me donner vos astuces en commentaire. Si ça vous intéresse, on pourra approfondir certains points de cette vidéo. Vous avez un serveur Discord pour parler de tout ça. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.